Bienvenue à cette nouvelle conférence des 4e rendez-vous d'Histoire de Québec. Nous recevons Fanny Dionne, une jeune historienne. Fanny a soutenu sa thèse en novembre 2020 à l'Université McGill. Elle est spécialiste des dictionnaires en langue française et Wendat. Ces manuscrits ont été composés par des jésuites qui cherchaient à la fois ancrer leurs connaissances, mais aussi à les transmettre. Fanny va nous parler particulièrement aujourd'hui du Codex Indigenous 12. Pourquoi ? Eh bien parce que ce manuscrit a connu un véritable parcours sinueux rempli de mystères. Et Fanny s'est lancée dans une véritable traque, une enquête policière pour retrouver toutes les étapes du parcours de ce manuscrit. Et c'est cette enquête, ce travail de détective, qu'elle va nous dévoiler dès à présent. Nous l'écoutons. Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce beau mois d'août que je vous souhaite. C'est la première fois que je fais une présentation à l'avance comme ça et voilà, c'est vivifiant, c'est palpitant. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le Codex Indigenous 12 et son histoire un peu tortueuse, remplie de circulation et surtout d'un vol. C'est quand même assez rare dans la vie d'historienne de rentrer dans une salle d'archives totalement silencieuse et de pousser un cri de « Ah ah !» tel Sherlock Holmes et Watson devant la clé de l'énigme. C'est pourtant ce qui m'est arrivé il y a environ 2 ans. J'étais à la John Carter Brown Library en train de regarder les archives sans trop savoir ce que je cherchais et paf! La clé d'une énigme que je ne savais même pas que c'était une énigme m'est apparue en plein visage et c'était moult amusant. Alors, je vous propose aujourd'hui finalement de me suivre dans la découverte de où a été le Codex Indigenous 12, dans quelles mains, dans quelles circonstances, et à la fin, voilà, de trouver comment est-ce que le vol a été commis, et surtout qu'il n'a jamais été découvert. D'abord, une petite présentation du Codex Indigenous 12. Qu'est-ce que c'est? C'est un dictionnaire français-huron-wendat, un dictionnaire manuscrit qui a été produit par les missionnaires jésuites dans la mission de Notre-Dame de la Jeune-Lorette, proche de Québec, à la fin des années 1600, environ en 1697 ou un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un beau manuscrit. C'est pas un manuscrit enluminé, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de couleur. C'est un document de travail. Un document de travail qui a été utilisé pendant probablement une centaine d'années ou du moins quelques dizaines d'années où les jésuites devaient apprendre les langues autochtones. Donc, on fait un petit retour en arrière pour placer l'histoire. Au début de l'époque moderne, plusieurs congrégations religieuses ou prêtres vont aller un peu partout dans le monde, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, pour convertir des populations. Les jésuites vont faire partie de ces missionnaires et ils vont aller un peu partout, dont en Amérique du Nord-Est, qu'on appelle aujourd'hui le Québec-Canada. Ils savaient avant de débarquer qu'ils allaient devoir apprendre des langues autochtones pour réussir à parler de Dieu et convertir les populations autochtones comme les Wendat qu'ils vont rencontrer. Toutefois, apprendre une langue juste à l'oral, ça se fait bien évidemment, les truchements vont le faire en Nouvelle-France, etc. Mais les jésuites voulaient consigner les mots qu'ils apprenaient et aussi les transmettre aux autres missionnaires. Donc, au fil du temps, les jésuites vont faire des listes de mots. Ensuite, ils vont mettre en forme ces listes de mots-là dans des dictionnaires français-Wendat ou Wendat-français. Et c'est ce qu'on a ici. C'est pourquoi le manuscrit n'est pas particulièrement magnifique, parce que c'est un document, comme je disais, de travail. Il y a des ratures, il y a des corrections. On voit ici des notes marginales. C'est un document qui vraiment était trimballé par les jésuites, utilisé sur le terrain, qui a été copié, qui est probablement lui-même copié de notre manuscrit. C'est quelque chose qui a été utilisé jusqu'à la toute fin des missions. Fin d'émission, finalement, qui est arrivée dans la deuxième partie du 18e siècle. Il est arrivé quelques petits problèmes pour les jésuites à ce moment-là. D'abord, un événement cocasse qui est arrivé comme ça, le traité de Paris en 1763, par lequel la France donnait la Nouvelle-France à l'Empire britannique. Les jésuites n'ont pas été expulsés du territoire, pas de problème, ils pouvaient continuer à faire leur apostolat. Toutefois,
et ne pouvait pas recruter de nouveaux membres. Et comme il n'y avait pas de jésuites en formation en Amérique du Nord, les jésuites allaient éventuellement à court ou moyen terme disparaître de l'Amérique du Nord. Deuxième coup qui a été porté quelques années plus tard, en 1773, le pape va abolir la Compagnie de Jésus. Toutefois, heureusement pour les jésuites, encore une fois, l'évêque de Québec, en collaboration avec les autorités britanniques, va décider de garder ça clos. Il ne va pas promulguer le brief papal et les jésuites vont pouvoir continuer à travailler pour encore quelques années. Mais en 1793, le dernier jésuite va quitter la mission chez les Wendat de Lorette et mourir l'année suivante. Et en 1800, c'est bon, c'est la fin des jésuites en Amérique du Nord, puisque le père Cazot va mourir. Qu'est-ce qui est donc arrivé avec tous ces manuscrits qui servaient à évangéliser et aussi à parler de tout et de rien? On retrouve dans ces documents, oui Dieu, oui le pape, oui des chapelets, mais aussi des canaux, l'argent, les animaux, la nourriture, etc. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec ces documents? Selon ce que j'ai pu retrouver dans la plupart des cas qui ont laissé des traces, c'est que ces manuscrits ont été donnés à la communauté de Lorette et ont été transmis de génération en génération, des fois parmi une même famille, puis des fois c'est un peu moins clair, mais on sait qu'ils sont restés à Notre-Dame de Lorette pendant longtemps. Et c'est là que l'on commence l'histoire du Codex Indigenous 12. Alors, je vous donne rendez-vous donc sur le 3e plat du manuscrit où on voit 2 notes manuscrites. Allons-y en ordre. On voit d'abord cette magnifique note qui dit « Notre-Dame de Lévis, province de Québec, Canada, 2 septembre 1909. Je, sous-signé, certifie avoir constamment entendu dire par mes parents que ce dictionnaire français-huron avait été composé par Pierre Jean-Marie Chaumonot, jésuite missionnaire des Hurons du Canada, circa 1663, et c'est signé Prosper Vincent, prêtre sawatanin. Qui était Prosper Vincent, me demanderez-vous? Et c'est une excellente question, vous répondrai-je. Prosper Vincent était le fils du chef Wendat Philippe Vincent, et c'est aussi le premier prêtre Wendat qui a œuvré dans la région de Québec, mais qui était à ce moment-là à Lévis. Qu'est-ce qui s'est passé le 2 septembre 1909 exactement pour que Prosper Vincent décide de se lever tout d'un coup et de se dire « Hey, je vais écrire une note dans mon manuscrit ». Heureusement pour nous, le prêtre tenait un journal intime. Super intéressant, où est-ce qu'on peut lire la température. Quand c'est Noël, il écrit avec des petites guirlandes et il va parler des visites qu'il reçoit, des visites qu'il donne. Et donc, le 1er septembre 1909, on peut lire dans son journal qu'un certain Dr. Miller, archiviste de New York, le demande au parloir vers 2 heures et demande à voir ses vieux livres en huron. On peut comprendre par là, et aussi par d'autres sources, que Prosper Vincent avait avec lui différents documents de sa nation, dont le dictionnaire, mais également, semble-t-il, d'autres artefacts et d'autres livres. Le 2 septembre 1909, soit la date de l'ex libris, on lit que le docteur Miller, qui était venu hier, est revenu voir Prosper Vincent et lui a emprunté son dictionnaire français-huron pour en faire une copie au clavigraphe. Le clavigraphe étant un mot compliqué pour dire dactylographe, donc pour dire que Dr. Miller voulait simplement en faire une copie. Prosper Vincent accepte. Il prête son dictionnaire au Dr. Miller. Le Dr. Miller lui donne 50$ en gage, comme c'est un prêt. Et Prosper Vincent termine sa note en disant « Que Dieu bénisse son projet ». Un peu étrange comme fin de parler de la visite du Dr. Miller, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, le Wendat, comme langue parlée, langue traditionnelle, était en train d'entrer en dormance, c'est-à-dire que de moins en moins de personnes qui le parlaient. Prosper Vincent aurait été, avec son cousin Paul Picard et peut-être quelques autres personnes, les dernières à parler le Wendat. Et donc, ce que j'en déduis finalement, c'est que Prosper Vincent était plutôt content que Miller veuille en prendre une copie pour peut-être sauvegarder et transmettre plus facilement la langue traditionnelle de Lorette.
Alors, après la note de Prosper Vincent, allons tout de suite voir la deuxième note qui est sur la même page et qui est datée du 10 septembre 1909, soit le lendemain exactement de la note écrite par Prosper Vincent. Le dictionnaire n'a pas été bien loin puisqu'on le retrouve à l'Université Laval, à Québec, où un certain Gosselin dit que l'écriture du manuscrit correspond à celle, effectivement, du père Chaumonot, selon probablement les multiples dictionnaires qui étaient déjà conservés à l'Université Laval. Si vous réussissez à lire ce qui est écrit, s'il vous plaît, dites-le moi, parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits, de mots que voilà, j'arrive pas à déchiffrer. Toute aide est le bienvenu. C'est alors que l'on s'en va finalement vers le deuxième plat du manuscrit où, dans la face, on voit une étiquette ex-libris de Victor Morin, un notaire de Montréal, auquel on va revenir. Là, je vais faire un petit détour sur comment est-ce que j'ai travaillé avec le manuscrit. Au départ, le manuscrit, en fait, est disponible gratuitement et numériquement sur archive.org et c'est ce manuscrit numérique que j'ai utilisé pendant à peu près 5 ans pour le lire et pour essayer de déterminer quelle était sa circulation. Un manuscrit numérique, c'est parfait parce que je n'avais pas eu encore à me déplacer. Toutefois, les notes au crayon étaient quand même assez difficiles à lire et en voyant voilà, l'étiquette de Victor Morin, j'étais certaine que voilà, c'est bon, était collé et c'était l'histoire. Point. C'est-à-dire que Prosper Vincent l'a prêté au Dr. Miller, qui est allé à Québec, probablement que le Dr. Miller l'a redonné à Vincent, et qu'ensuite Victor Morin l'a obtenu, peut-être même, de Prosper Vincent. Toutefois, en allant à la John Carter Brown Library en personne, enfin, je me suis rendu compte d'un petit quelque chose assez fascinant, à savoir que l'étiquette se soulève. Oui, oui. Et il y a une note en dessous qui dit London, London, février 1910. London, Ontario, me suis-je dit, parce qu'il n'y a aucun autre dictionnaire en Wenda que j'avais étudié qui était sorti de l'Amérique du Nord. Et je me disais, bon, Québec, Montréal, London, Ontario, ça devrait avoir du sens. Toutefois, juste en bas, il y a une autre note manuscrite que j'avais manquée avec la numérisation qui dit « De Connoisseur, 1910, même date, ça semblait un peu louche. J'ai demandé à mon ami Google « Qu'est-ce que De Connoisseur? » Et Google m'a répondu que c'est un magazine, une revue de vente aux enchères londonienne. Londres, dans le sens Grande-Bretagne, dans le sens de l'autre côté de l'Atlantique. OK! J'ai suivi la piste et j'ai été voir l'article du Connoisseur. Où est-ce qu'on lit que effectivement, il y a eu un lexique français-huron qui a été vendu au mois d'avril à 60 livres, et que non seulement il a été vendu au mois d'avril, mais que c'est le même manuscrit qui avait déjà été vendu au mois de février à 190 livres. La note continue en disant que finalement, c'est un peu difficile de savoir combien vaut un manuscrit comme ça parce que il est unique, puis qu'on ne peut pas exactement évaluer, d'où le fait qu'effectivement, entre 60 et 190 livres, il y a une grosse différence. C'est un peu étrange de savoir que, voilà, un manuscrit ancien comme ça, finalement, n'a pas trouvé preneur ou n'a pas trouvé preneur à grand prix. Toutefois, selon ce que j'ai pu trouver des dictionnaires et grammaires de langue autochtone qui sont arrivés en Europe au 18e et 19e siècle, comme ce sont des manuscrits de travail, comme il n'y en a aucun qui est beau, comme il n'y en a aucun avec des illustrations ou avec des couleurs, je pense qu'ils ont été assez peu considérés. Donc oui, il y en avait en France, par exemple, mais les dictionnaires et les grammaires, documents de travail n'ont pas été très, très considérés comparativement à d'autres documents. OK, donc le manuscrit est à Londres, c'est un peu étrange. Bon, on va y revenir un peu plus tard. Prochaine étape dans le dictionnaire, c'est enfin notre ami Victor Morin qui a effectivement collé sa très grosse étiquette Expiris en plein milieu du deuxième plat.
Victor Morin était, entre autres, notaire, homme politique et un grand collectionneur, et entre autres, un grand bibliophile. Bibliothèque qui compte, selon un journaliste de l'époque, entre 12 000 et 15 000 livres. Pour quelqu'un, ici présente, qui rêvait de la bibliothèque de La Belle et la Bête, j'aurais pu aussi me contenter de la bibliothèque de Victor Morin si je l'avais connu. Victor Morin, entre autres, collectionnait les Canadiana, c'est-à-dire des livres relatifs à l'histoire du Canada. On trouvait dans sa bibliothèque, par exemple, des exemplaires de livres écrits par Samuel de Champlain, par Marc Lescarbot ou plusieurs manuscrits linguistiques. Effectivement, non seulement avait-il une très grande bibliothèque, mais en plus, il avait un catalogue dans lequel on peut suivre un peu qu'est-ce qu'il achetait et à quel prix. On voit donc au numéro 6890 le fameux dictionnaire de Chaumonot, qui est effectivement là, et qui non seulement est là, mais en plus vaut le plus de tous les livres de ce deuxième catalogue de bibliothèque. Le manuscrit est indiqué à 6 000 $. 6 000 $, aux alentours de, disons, 1920, la date n'est pas encore tout à fait claire, c'est beaucoup d'argent. L'autre manuscrit qui vaut le plus après, qui vaut 1 000 $, est encore une fois un document de langue autochtone, mais qui est évalué à seulement 1 000 $, donc il y a quand même une grosse différence de prix. Victor Morin, soit qu'il l'a acheté 6 000 $, soit qu'il l'évalue à 6 000 $, mais on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus d'argent que le 60 à 190 livres qui a été payé en Angleterre. Heureusement ou malheureusement, mais surtout malheureusement pour Victor Morin, c'est le fait que son manuscrit valait tellement d'argent et voilà, était une pièce phare de sa collection qui va l'obliger à s'en débarrasser. On se rappelle qu'en 1929, il y a eu ce petit événement qui s'appelle la crise économique et qui a eu des répercussions jusqu'à Montréal. Et Victor Morin, pour y faire face, a dû vendre une partie de sa bibliothèque. C'est pas le seul à qui c'est arrivé. Par exemple, à Paris, le Codex Canadiensis a aussi dû être vendu à peu près à la même époque, encore une fois, pour faire face à la crise économique. Pour revenir à Victor Morin, c'est pas lui-même qui a vendu sa bibliothèque pièce par pièce, mais il a fait affaire à une société à New York qui a produit un catalogue de vente de sa bibliothèque que vous voyez ici. Dans ce catalogue de vente, il y a effectivement, on voit la description du lexique français huron et qui a aussi que le manuscrit a eu une page qui a été facsimilée et insérée dans le catalogue de vente. Preuve s'il y en est encore que, voilà, on lui donnait de la valeur puisqu'il y a, je pense, seulement 5 documents qui ont obtenu un facsimilé dans ce catalogue de vente. La page du catalogue qui a eu rapport avec le dictionnaire a été découpée et collée dans le dit dictionnaire, comme on peut le voir ici, et au verso, on voit une partie du facsimilé. On sait qui a acheté le manuscrit. Il s'agit de L.C. Harper, ou Lathrop Colgate Harper, qui est un Américain, spécialisé, lui, dans l'achat de Americana. Le même principe que les Canadiana, mais pour l'Amérique. L.C. Harper a aidé à bâtir la bibliothèque de plusieurs institutions, notamment celle de la John Carter Brown Library. On sait donc qu'il a acheté le dictionnaire environ vers 1931 et le dictionnaire est entré dans le catalogue de la John Carter Brown Library en 1933. Le délai de 1 à 2 ans semble tout à fait normal. C'est peut-être un moment où est-ce que il fallait attendre avant de faire la transaction, etc. Et en 1933 environ, le manuscrit entre dans la bibliothèque de la John Carter Brown Library sous la cote 16 444. Par la suite, Codex Indigenous 17 et enfin le Codex Indigenous 12. C'est la fin de toutes ces notes qu'on le retrouve dans le manuscrit. Ici. Et comme vous pouvez voir à l'écran, il y a une étiquette qui a été arrachée.
C'était l'étiquette de la John Carter Brown Library que l'on peut retrouver dans d'autres manuscrits et qui, selon moi, a été arrachée pour qu'on puisse voir en dessous la note par rapport au connoisseur. Heureusement pour moi, puisque je n'ai pas eu à l'arracher moi-même. Non pas que je ne l'aurais jamais fait, franchement. On voit donc que ce manuscrit jésuite produit en Amérique du Nord, dans la région de Québec probablement, est parti de Lévis jusqu'à Québec, jusqu'à Londres en Grande-Bretagne, revenu à Montréal, allé à New York et a terminé au Rhode Island à la John Carter Brown Library. C'est quand même un peu spécial comme circulation, puisque aucun autre document en Wenda n'est sorti du Canada et que finalement c'est un peu étrange. On a des indices, mais on n'a pas la réponse. Pourquoi est-ce qu'il est allé à Londres? Qui a fait ça? Etc. À partir de Victor Morin, ça va quand même bien. On sait qu'est-ce qui est arrivé. Mais pour ce qui était avant, j'avais des indices, mais sans savoir exactement ce qui s'est passé. Et je ne m'attendais pas à trouver qu'est-ce qui s'était passé, puisque dans tous les autres manuscrits que j'ai réussi à retrouver la trace, il y a toujours des blancs. Des petits blancs, des immenses blancs. L'histoire n'est jamais complète et je m'attendais à ce que ça en reste là. Toutefois, heureusement, la John Carter Brown Library a un dossier d'acquisition de ce dictionnaire qui nous donne plus d'indices et la clé de l'énigme. Donc, quand la John Carter Brown Library a acquis le dictionnaire, à peu près tout de suite après, il y a le bibliothécaire qui s'est penché sur ce qu'il venait d'acquérir pour savoir qu'est-ce que c'est, qui l'a écrit, comment est-ce que c'est circulé. On voit donc à l'écran une prière en temps de guerre du père Chaumonot, autographe cette fois, et qu'on retrouve dans les archives des Jésuites au Canada. Donc, le bibliothécaire voulait savoir est-ce que c'est vraiment l'écriture du père Chaumonot. Il va correspondre avec le bibliothécaire de l'Université Laval où étaient conservés d'autres manuscrits, et il va essayer de retracer, voilà, qu'est-ce que c'était ce dictionnaire et comment il a circulé. Un peu plus tard, dans les années 1970, même manège, le nouveau bibliothécaire cherche encore une fois à savoir qu'est-ce que ce dictionnaire, est-ce que c'est vraiment le père Chaumonot qui l'a écrit, même histoire. Donc, il y a plusieurs correspondances et il y a au moins plusieurs personnes qui se sont intéressées, mais vraiment passionnément, pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient acquis, d'où est-ce que ça venait, etc. Et pourtant, personne n'a trouvé le vol que j'ai trouvé. Donc, le premier bibliothécaire, voulant savoir la circulation du manuscrit, va écrire à Victor Morin pour savoir, oui, bon, voilà, on sait, c'est écrit là que vous l'avez eu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous-même vous avez obtenu le dictionnaire, simplement pour s'assurer de son authenticité? Et Victor Morin va répondre avec une lettre des plus intéressantes, celle qui a fait faire « Ah ah !» un peu trop fort dans la salle d'archives. Alors, M. Morin va dire que pour ce qui est de la circulation et de l'acquisition, oui, il va donner toutes les preuves nécessaires. Il a acheté de certains Dr. S.M. Miller. Un nom qui vous dit quelque chose? Dr. Miller, qui selon Morin n'était pas archiviste à New York, mais qui semblait habiter à Boston à cette époque et qui faisait de fréquentes incursions dans la province de Québec pour obtenir différents artefacts de Lorette. Des Canadianas rares et des éléments d'intérêt spécial. Morin dit qu'il était très agressif dans ses négociations, qu'il voulait vraiment obtenir des artefacts, des livres, etc. Et qu'il s'est procuré ce manuscrit, donc le dictionnaire, à Lorette. Morin explique aussi que c'est le docteur Miller lui-même qui a été à Londres le vendre aux enchères, et non pas une fois, mais deux, et qui l'a racheté parce que finalement, le manuscrit ne se vendait pas assez cher. Et donc, ensuite, il est revenu à Montréal, où est-ce qu'il l'a vendu à Victor Morin. Donc, si on se souvient bien, le docteur Muller était supposé avoir emprunté le manuscrit à Prosper Vincent, mais on voit ici qu'il finalement, il l'a pris et qu'il a été le vendre. Non seulement il a été le vendre, mais il a été le vendre à l'étranger pour s'assurer que personne ne retrace le fait qu'il l'avait bel et bien volé. C'est donc un homme qui était moins archiviste que
collectionneur afin de revendre le plus rapidement possible et le plus cher possible différents artefacts et items. Et c'est d'ailleurs un trait de caractère que même Prosper Vincent avait décelé, puisque dès le 3 septembre 1909, donc le lendemain que Prosper Vincent a prêté son document au Dr. Miller, le Dr. Miller revient et demande encore plus de choses à Prosper Vincent. Il veut d'autres livres en Huron. Le 20 septembre, le Dr. Miller va revenir encore une fois voir Prosper Vincent pour lui demander une peinture de chef Wenda qui avait été en Angleterre. Et le bon Dr. Miller va même aller harceler le neveu de Prosper Vincent, Herménégilde, pour obtenir des médailles et du wampum. Dr. Miller était donc assez agressif, effectivement, comme le disait Victor Morin. Il va vouloir obtenir le plus possible. Et s'il pouvait au début se faire passer pour un archiviste très intéressé par la langue des Wenda pour en faire une copie, finalement, Prosper Vincent a dû se rendre compte que non, c'était vraiment quelqu'un qui voulait obtenir le plus d'items possible. Toutefois, semblerait-il, Prosper Vincent n'a jamais demandé à revoir son document. Il espérait peut-être que, effectivement, Miller en fasse une copie, ce qui ne s'est jamais fait. On pourrait aussi croire que, bon, je veux dire, dans la vie, des erreurs, ça existe. Peut-être que Miller voulait en fait acheter le dictionnaire, puis qu'il s'est mal entendu avec Prosper Vincent, et que tout cela, tout ce vol éhonté, n'est qu'en fait qu'un véritable malentendu, et que, voilà, Miller est en fait une victime lui-même dans toute cette machination que je suis en train d'expliquer et de salir sa mémoire. Toutefois, pour en savoir un peu plus sur le Dr. Miller, j'ai encore une fois demandé à Google qui est Samuel Millington Miller, et Google m'a répondu avec un article qui date de 1907 où, aux surprises, il a fait une autre fraude. Alors, dans l'article Dr. S. Millington Miller and the Mecklenburg Declaration, il y a deux auteurs, Sally et Ford, qui expliquent que le Dr. Miller, en fait, au début, en 1905, a trouvé une déclaration d'indépendance américaine publiée en 1775 dans un journal américain dont toutes les éditions ont été perdues, mais que lui, Samuel Miller, a réussi à le retrouver en fouillant dans des vieux papiers. Et évidemment, étant en possession d'un document si exceptionnel, il a eu la bonté d'aller voir un musée pour vouloir lui vendre le document 5 000 $. Toutefois, deux experts se sont penchés sur cette fameuse déclaration d'indépendance pour s'assurer finalement de l'authenticité parce qu'ils se doutaient que c'était un petit peu étrange quand même qu'un tel document refasse surface. Et dans une analyse vraiment très bien détaillée, Sally et Ford, de manière, semble-t-il, indépendante, vont faire leurs investigations et vont se rendre compte que c'est un faux. Sally va dire que, voilà, c'est en étudiant d'autres exemplaires du même journal, mais pas de la même date, il va se rendre compte de différents détails qui dit, ben ça c'est moderne, ça c'est moderne, ici ça fonctionne pas. Et Ford va, lui, essayer d'aller faire enquête auprès de Miller lui-même. Et Miller va changer son histoire 2 fois. Il va s'échapper comme une anguille pour éviter de le rencontrer au début. Ensuite, il va, oui, dire « Ah, je l'ai trouvé, mais pas dans ces papiers-là, dans une autre manière. » Il va nier avoir pris un facsimilé d'une copie du journal pour finalement faire ses machinations. Bref, le Dr. Miller est un fraudeur professionnel et ce qu'il a fait à Prosper Vincent, c'est simplement quelque chose d'un peu plus poussé que ce qu'il avait fait aux États-Unis. On peut d'ailleurs penser que Miller a décidé d'aller faire ses recherches d'acquisition en Amérique, au Canada, parce que probablement qu'aux États-Unis, son nom était un petit peu sali. C'est aussi probablement à cause de la déclaration d'indépendance et sa fraude manquée que Miller va demander à Prosper Vincent de faire son ex-libris manuscrit. C'est quand même assez rare qu'on dise juste ou signé, certifie, blablabla, que c'est bien un manuscrit jésuite produit par Chaumonot, signé Prosper Vincent. Sauf que si on le replace dans le fait que Miller s'était fait prendre parce qu'il y a eu une fraude puis qu'il voulait vendre un document qui n'était pas authentique, avec un tel ex-libris certifié par un Wenda, par un prêtre, maintenant il pouvait se présenter à ses futurs vendeurs en disant « Voici,
oui, c'est bien un manuscrit original, je ne vous mens pas, je vous le vends en toute honnêteté. Là, la fraude, finalement, n'était pas de produire un faux, mais bien de l'avoir volé. Ce qui expliquerait également la note en anglais écrite à l'Université Laval par Gosselin, qui certifie, encore une fois, avec comparaison d'autres documents, que c'était un document du père Chemonneau. Je pense que ces deux ex-libris n'auraient jamais existé, si ce n'est Miller qui l'a vraiment demandé, et demandé dans un format très, très officiel, finalement. Est-ce que c'est un hasard que Miller, finalement, a réussi à dégoter des manuscrits? Est-ce que c'est un hasard qu'il voulait vraiment les vendre aux plus offrants? Non, ce n'était pas un hasard, c'était en fait tout le contexte de l'époque où est-ce que les gens recherchaient activement à obtenir des artefacts ou des documents autochtones. En effet, tant au 19e qu'au 20e siècle, il y a eu un grand engouement de collection pour les artefacts autochtones. D'abord, c'était un attrait d'exotisme. Ensuite, les collectionneurs blancs, évidemment, voulaient obtenir des artefacts parce qu'on pensait alors que les différentes cultures autochtones étaient sur le point de disparaître. Et ensuite, c'était un esprit un peu plus scientifique où est-ce qu'on disait, il faut étudier de manière historique, ethnologie ou philologie, ces documents, ces dictionnaires pour en tirer des savoirs. Il y avait donc un grand contexte de collection et parfois de collection très agressive où est-ce que les gens s'échangeaient, écrivaient aux uns aux autres pour savoir est-ce que vous avez quelque chose à me vendre, est-ce que tu veux me donner, qu'est-ce qui se passe, veux-tu m'en parler, etc. Ce que je présente ici, c'est seulement un bref exemple des échanges matériels ou par correspondance entre différents protagonistes qui ont rapport avec les dictionnaires, mais si on applique cela, par exemple, au wampum, comme Jonathan Laney l'a fait, ou à d'autres documents, ça va immédiatement se multiplier. Dans le schéma, on voit Prosper Vincent à Lorette, qui était en contact avec Victor Morin. Il connaissait Victor Morin de loin ou de près, puisque Victor Morin va signifier dans un de ses livres que le prêtre Prosper Vincent est mort à 70 ans. Même si je n'ai pas réussi à retrouver de correspondance entre les deux, on sait qu'ils se connaissaient. Prosper Vincent va aussi être en contact avec David Ross McCord, le fondateur du musée McCord, et McCord, comme collectionneur, il était assez intense. Il a écrit plusieurs fois à Prosper Vincent pour lui demander des artefacts, des objets de Lorette. Et Prosper Vincent va lui dire « Je suis complètement désolé, mais à Lorette, presque tout a été vendu, je ne peux rien faire pour vous. » Ce qui semblait lire entre les lignes, c'est « Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît ». Mais bon, David Ross est revenu quelquefois à la charge, malgré tout. Prosper Vincent, lui, était le cousin de Paul Picard, un notaire de Lorette. Et Paul Picard va avoir, lui aussi, différents documents autochtones. Il y en a un qui va donner à l'Université Laval pour payer les études de ses enfants, et l'autre, il va le vendre à Cyril Tessier, un collectionneur de Québec. Cyril Tessier va prendre son manuscrit un peu plus tard, va le donner à l'Université Laval, et il va aussi être en correspondance avec Victor Morin. Bref, et David McCord va être en correspondance avec Cyril Tessier pour lui demander des wampum. Bref, tout ce petit monde-là se connaissait quand même assez bien, s'écrivait et voulait vraiment avoir qui est un wampum, qui est un document, qui est un artefact, qui est un objet, etc. C'est un monde où est-ce que les collectionneurs étaient en correspondance les uns avec les autres et essayaient d'obtenir le plus possible. Comme l'a expliqué Jonathan Laney, souvent c'était dans des lieux assez précis. Par exemple, Victor Morin, lui, va obtenir des documents et autres dans la région de Montréal. Cyril Tessier était plutôt à Québec. C'est pourquoi Victor Morin, dans sa lettre, va dire, au bibliothécaire de la John Carter Brown Library, va dire c'est quand même un peu étrange que Miller ait réussi à avoir ce livre de Lorette, parce que normalement, les gens ne donnent qu'à ceux qui connaissaient, mais bon, finalement, ça se peut aussi qu'il donne parfois à des gens qui ne connaissent pas. Et en plus, comme Prosper Vincent était mort à cette époque-là, il y avait assez peu de personnes pour deviner la supercherie.
Dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce vol du Dr. Miller était quelque chose d'unique? Encore une fois, est-ce que c'est une personne parmi tous ces échanges vraiment très légaux? La réponse est encore une fois non. En fait, pour ce qui est par exemple des wampum, par plusieurs études faites par d'autres personnes que moi, montrent qu'il y en a certains qui ont été, encore une fois, acquis de manière pas super légale. Et même pour des documents en Wenda, en Ontario, cette fois, dans les années 1800, il y a un certain juge Campbell qui avait une grammaire du père Pierre Potier, une grammatica, une grammaire du Wenda, écrit dans les années 1740, et qui l'a prêté, semble-t-il, à un certain monsieur Prudhomme, et monsieur Prudhomme ne lui a jamais rendu. Donc, encore une fois, même en Ontario, même chose, il y avait des collections, il y avait des gens qui cherchaient activement à obtenir des documents de langue autochtone et quitte, s'il la fallait, à les voler. C'est donc la fin un peu de ce parcours du dictionnaire. Autant ma thèse, finalement, portait sur la genèse des dictionnaires au 17e, au 18e siècle, autant la circulation à l'époque presque contemporaine, finalement, a été une grande découverte et montre un aspect totalement nouveau de ces manuscrits qui, de documents de travail pas très beaux, qui a été copiés, voilà, annotés, corrigés, sont devenus des pièces de collection qui valaient des milliers de dollars et qu'on était prêt à voler pour pouvoir les refaire circuler et se faire de l'argent. C'est donc dire que peut-être, si vous allez dans des archives vous-même, si vous voyez des documents, je vous conseillerais peut-être de regarder un peu d'où viennent ces manuscrits. Est-ce que c'est vraiment légal? Qui l'a eu? Pour que vous puissiez vous-même, voilà, peut-être, sait-on jamais, découvrir un crime que vous n'aviez même pas recherché. Eh bien, Fanny, un grand merci pour cette passionnante conférence. C'était vraiment haletant. On a suivi ce suspense de bout en bout grâce à vos recherches. Et puis vraiment, félicitations pour avoir finalement trouvé la clé de cette énigme, qui avait volé ce document, puisque je l'ai moi-même expérimenté en recherchant la même chose sur le Codex Canadensis, et je sais à quel point c'est très ardu, très compliqué de retrouver ça, donc vraiment félicitations. Ça nous a permis vraiment de voyager aux côtés de ce fameux Dr Miller. Est-ce que vous savez plus de choses sur lui, sur ce personnage vraiment intriguant? Malheureusement, non, pas encore. J'ai essayé de voir s'il n'y a pas des archives qui contiennent voilà, des documents de lui. Ma prochaine étape, j'espère, ce serait d'aller à New York après la pandémie pour essayer de réussir à retrouver sa trace. New York ou Boston, bref, semble-t-il dans ces eaux-là, il habitait là, donc je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est devenu, puis est-ce que sa réputation était salie ou finalement il a réussi à devenir riche. Oui, c'est sûr. On a vraiment envie de savoir, alors vous nous tiendrez au courant. Est-ce que vous êtes vraiment déjà relancé sur de nouvelles enquêtes? On imagine, après ça, ça a dû être tellement gratifiant de trouver cette énigme. Est-ce que vous êtes déjà relancé sur une nouvelle énigme? J'essaie présentement de retracer le parcours des grammaires en Wenda qui, eux, ont plutôt été conservés en Ontario. D'où le fait que j'ai vu que certains Prudhomme auraient volé une grammaire, mais là encore, c'est un autre, disons, circulation fermée de documents dans des collectionneurs que j'espère voilà, réussir à un peu retrouver et percer encore une fois. Qu'est-ce qui vous a donné cette passion pour ces livres, pour ces manuscrits? En fait, comment vous avez reçu cette piqûre finalement Bien sincèrement, c'est un hasard. Je voulais faire ma thèse. J'avais fait ma maîtrise sur un texte jésuite concernant la Nouvelle-France en latin que j'avais traduit. Puis pour ma thèse, j'ai dit j'aimerais bien continuer là-dedans. Et ma directrice, Catherine Desbarras, m'a proposé de travailler sur ce dictionnaire. Et alors qu'au début, je pensais que c'était des documents, des manuscrits un peu passés date, dans le sens, voilà, ils sont vieux, ils racontent des choses de l'ancien temps. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est extrêmement actuel
actuel, c'est une partie de la mémoire des Wenda, c'est des documents qui sont utilisés pour revitaliser leur langue, et ce sont des documents qui, finalement, ce sont des auteurs Wenda aussi qui ne sont pas là-dedans, qui ne sont pas nommés, mais qui, eux, ont donné les mots, ont aidé les Jésuites à apprendre la langue. Et aujourd'hui, avec cette histoire, on a vu qu'il y a peut-être ici et là des documents qui n'auraient pas dû se retrouver hors de la communauté de Wendake. Alors justement, vous parlez du dictionnaire, on a parlé beaucoup de son parcours, on aimerait en savoir un peu plus sur ce qu'il contient réellement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples qui vous ont frappé, par exemple? En fait, le dictionnaire parle à peu près de tout. C'est-à-dire que, oui, on retrouve beaucoup de choses de religion. Le but des Jésuites, c'était de convertir, évidemment. Mais les Jésuites devaient manger, devaient circuler, devaient se soigner. Donc, on retrouve un peu de tout, depuis les maladies. On sait que les Jésuites parlaient de se saigner, donc la fameuse saignée qui avait qui n'était pas nécessairement une bonne pratique médicale, mais qu'ils faisaient sur les Wenda. Dans d'autres manuscrits, on peut lire des insultes. Par exemple, tu es un enfant de lait, dit-on, pour insulter quelqu'un. On peut lire un peu de sodomie, un peu d'adultère. Et un autre endroit, on dit les puces me portent en vie parce qu'elles font sortir les robes noires de la tente. Donc, un peu de... On sent que les Wenda, des fois, voulaient que les Jésuites aillent voir ailleurs s'ils y étaient. En effet, c'est très imagé. Et alors justement, en parlant de jésuites, vous étiez très prudente lors de votre conférence sur finalement Chaumonot, le fait que ce soit l'auteur réellement du dictionnaire. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, le fait est que les Jésuites ont travaillé en collaboration pendant des dizaines d'années pour mettre en forme ces manuscrits-là. D'abord, comme j'ai dit, je veux le redire, le fait que les locuteurs natifs eux-mêmes sont aussi des auteurs puisqu'ils ont partagé leur savoir, en tout cas presque une bonne partie de leur savoir linguistique aux Jésuites. Et ensuite, les Jésuites ont mis en forme les dictionnaires, mais c'était un travail d'équipe, vraiment. Les Jésuites se mettaient ensemble, ensuite ils recopiaient, ensuite ils s'aidaient. On lit ça dans les relations des Jésuites. Et ils recopiaient aussi les dictionnaires d'une génération de jésuites à l'autre pour en avoir un exemplaire. Donc, peut-être que oui, on pourrait dire c'est quoi la main d'un jésuite, quoique j'ai pas encore réussi à le faire, sauf pour le père Potier. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette main-là qu'on peut parler d'un seul auteur jésuite. C'est un travail collaboratif. Ok, c'est très clair. Alors, revenons sur l'histoire un peu des objets autochtones. On a la sensation qu'ils se sont un peu disséminés partout. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices là-dessus pour qu'on comprenne bien leur trajet? Notamment, vous avez parlé des colliers de wampum. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de matière là-dessus? Pour toute la matière disponible, je vous renverrai au livre La Monette est sauvage de Jonathan Lainé, qui a fait un travail d'exception qui recoupe en fait finalement mes propres recherches quant à la circulation, lui, des wampum et moi, des dictionnaires. Et on lit, et dans lui, et dans mon travail, et disons, en regardant les catalogues de bibliothèques, que effectivement, les objets autochtones se sont retrouvés un peu partout. À Laval, on en retrouve au musée McCord, on en retrouve outre-Atlantique aussi, dans des bibliothèques et des musées en France. Donc, il y a eu quand même une grande dispersion qui était causée d'une part, brièvement, par l'attrait des objets, de ces tels objets par les colons blancs, et assez rapidement d'ailleurs, ils allaient à Lorette pour obtenir des objets, mais aussi à cause du colonialisme, ces objets ont perdu les Autochtones commençaient à moins savoir d'où est-ce qu'ils venaient, quelle était leur histoire, et quand ils avaient besoin d'argent, par exemple, ils vont vendre les objets qui avaient le moins d'histoire. Pour ce qui est des wampum, pour ce qui est des dictionnaires, de ce que j'ai pu voir, c'est aussi, entre autres, des problèmes d'argent qui se sont ramassés hors de la communauté, mais ça fait finalement partie d'une plus grande histoire de la colonisation. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un dernier mot sur les manuscrits du père Potier? Parce que dans votre thèse, il y a tout un passage là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu du contenu? Oui, donc le père Potier est arrivé en Nouvelle-France en 1743. Donc, on sait plus c'est qui, et avec
d'une part, il va écrire son nom dans un manuscrit et d'autre part, ces manuscrits sont écrits en pattes de mouche. C'est assez caractéristique, son écriture. Donc, on peut plus les retracer. Et ce qui est intéressant avec les manuscrits de Pottier, donc tous de sa main, c'est qu'on voit comment est-ce qu'il utilise les manuscrits. On sait qu'il va utiliser des dictionnaires français-huron, des radiques, c'est-à-dire les dictionnaires un peu à l'inverse en Wenda français, des grammaires. Tous ces manuscrits-là étaient utilisés de concert pour permettre d'apprendre une langue. Et finalement, ce qu'on lit aussi avec Pottier, qui nous a laissé quelques traces, c'est que même apprendre une langue, juste en lisant, ça se faisait pas. Ça lui a pris des années avant de maîtriser le Wenda ou le Wyandot, puisqu'il est allé proche de Détroit. Et ça, encore une fois, par la pratique à l'oral. Pour conclure et pour revenir sur le fameux Codex Indigenous 12, est-ce que d'après vous, c'est un problème qu'il soit aux États-Unis ou finalement, ça n'a aucune importance? Je pense que c'est pas à moi de décider où devrait être un document qui était finalement dans la communauté de Wendake. Donc ça, je vais laisser les Wenda eux-mêmes décider d'où devrait être leur document. Le fait est qu'il a été littéralement volé et par la suite, il est rentré dans un circuit un peu plus légal. Mais en même temps, on parle aussi beaucoup aujourd'hui de rapatriation des documents des archives autochtones dans les communautés. Donc, je vais laisser l'édite communauté décider de ce qu'il faut faire. Vous avez bien raison. Un grand merci Fanny et à bientôt alors. Merci beaucoup de m'avoir invité.